Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Puisque les 6 premiers mois de l'année sont passés, je vous propose aujourd'hui de faire un petit retour en arrière et de découvrir les coups de cœur, les lectures marquantes, les déceptions, bref, un espèce de top flop du premier semestre 2023. Pour réaliser cette vidéo, je me suis aidée d'un article, plusieurs articles même de blog. Je citerai les blogs en question juste sous la vidéo. Et je me suis également aidée de la vidéo d'Alex Bookin en Prada qui a fait récemment une vidéo bilan de ce premier semestre 2023. Je ne change pas mes habitudes concernant les vidéos Booktube. Vous allez pouvoir retrouver juste sous cette vidéo 3 liens, soit Patreon, soit Tipeee, soit le blog. Et vous aurez à l'intérieur de ces articles toutes les informations, les titres, les auteurs, les autrices, les maisons d'édition, si ce sont des one-shots ou des séries, si les séries sont terminées ou pas du tout, bref, tout sera indiqué sous la vidéo, donc n'hésitez pas à faire un petit tour, c'est juste en dessous. Quant à moi, je vais m'armer de mon petit calepin dans lequel j'ai noté les différentes questions par rapport à ce tag, histoire de ne pas me perdre en cours de route. La toute première question de ce tag concerne ma meilleure lecture pour ce premier semestre. La réponse de cette première question, elle se situe dans une saga que j'ai déjà surnommée un bon nombre de fois à travers différentes vidéos, à travers différents articles sur le blog, donc vous n'allez pas être vraiment étonnés puisque je vais vous parler de 2 titres en plus qui sont sortis cette année. Il s'agit d'Anne d'Ingleside aux éditions Monsieur Toussaint, l'ouverture, et de l'autre côté nous avons La Vallée Arc-en-Ciel, pareil chez Monsieur Toussaint, l'ouverture, le tome 6 et le tome 7 des sagas de la petite Anne Shirley, écrit par Lucy Maud Montgomery. Puisque lors de ma dernière vidéo j'avais parlé d'Anne et que ça s'était coupé en plein milieu, je vais juste refaire un rapide résumé. Anne, c'est une petite orpheline qui à l'âge de 8 ans atterrit chez les Cuthbert et depuis on la suit tome après tome à travers ses différentes aventures, ses différents moments de tranche de vie en fait, tout simplement. C'est assez contemplatif en termes de rythme et du coup on la suit jusqu'à quasiment là, en tout cas pour le dernier tome, on arrive à la quarantaine d'années bien passées et on suit davantage ses enfants. Que dire de plus sur Anne? Je vais pouvoir vous dire que c'est extrêmement bien écrit, que la plume de l'autrice donne vie à chaque petit élément, que ce soit un élément naturel, un nuage, un oiseau, une plante. Elle donne vraiment de la matière à toutes les émotions vécues par les différents personnages. Je pourrais vous parler de toute la galerie de protagonistes rencontrés depuis le premier tome qui sont absolument tous aussi géniaux les uns que les autres. C'est une vraie pépite. En ce qui me concerne, je suis archi fan de la série et j'ai vraiment hâte de pouvoir terminer la saga avec les prochains tomes prévus en fin d'année. J'enchaîne avec la question numéro 2. Il s'agissait cette fois-ci, si je reprends mon petit calepin, de dénicher la meilleure suite lue pour ce premier semestre. Et donc la réponse va être... Il s'agit du tome 5 des Carnets de l'apothicaire aux éditions Ki-hoon, où on retrouve au storyboard Itsuki Nanao et au dessin Neko Kurage. Les Carnets de l'apothicaire nous entraînent dans un univers qui est très historique, avec la petite Mao Mao qui a été enlevée alors qu'elle se promenait. Elle est la fille d'un apothicaire et elle se retrouve tout bonnement lancée en plein milieu d'une cour impériale où elle comprend peu de choses parce que c'est un univers qui lui est inconnu et elle se retrouve à devoir essayer de vivre, de survivre dans un milieu qui est assez hostile, où il y a pas mal de complots, il y a pas mal de trahisons, d'affaires de poison aussi, et les compétences de Mao Mao vont lui être vachement utiles pour s'en sortir. C'est une saga que clairement depuis le premier tome j'adhère totalement, que ce soit sur les dessins, les différentes intrigues proposées, les relations entre les différents personnages, les personnages tout seuls. Tout est absolument bien construit, hyper immersif, passionnant, avec cette petite pointe d'humour qui est juste exceptionnelle, que moi je suis absolument fan. Chaque tome, je le trouve encore meilleur que le précédent. Il y a quelque chose qui
Je sais pas, il y a un univers, une ambiance qui est très très particulière et qui moi me ravit tome après tome. Même si on n'a pas l'impression que le fil rouge avance des masses, il se passe tellement de choses et c'est toujours un régal de suivre les différents protagonistes. Les planches sont vraiment très très chouettes, assez fines, assez élégantes, soignées. Le texte ne mange pas les illustrations, ce qui est un régal en termes de confort de lecture. Donc moi perso, j'estime que ce 5e tome est vraiment un de mes préférés d'ailleurs jusqu'à présent. Donc j'ai hâte de pouvoir enchaîner avec le tome 6 qui est dans ma pile à lire. La question numéro 3 va nous amener du côté des sagas terminées. Alors j'en ai terminé quelques-unes durant ce premier semestre. Sorceline, il s'agit là du tome 5 qui est le dernier tome du premier cycle. En tout cas, je ne sais pas quand sortira le deuxième cycle, mais là au moins vous avez en 5 tomes déjà un premier aperçu de ce que peut être l'univers de Sorceline. On retrouve Sylvia Douillet au texte et Paola Antista aux illustrations. Et c'est une BD éditée par Vent d'Ouest. L'histoire de Sorceline, c'est une jeune fille qui se retrouve sur une espèce d'île où il se passe un stage notamment en cryptozoologie, donc c'est les animaux fantastiques. Et une fois arrivée sur ce stage, elle rencontre d'autres élèves, d'autres adolescents comme elle, et il va se passer toutes sortes de petits mystères, tous reliés plus ou moins à Sorceline et également à son passé qui est assez mystérieux pour le coup. C'est une BD jeunesse qui se laisse lire. Très clairement, c'est pas une bande dessinée révolutionnaire, c'est pas non plus ma saga préférée en termes de BD jeunesse. Toutefois, je lui trouve du charme. Je trouve qu'elle a il y a un petit truc. Je sais pas si c'est parce que l'univers est hyper fouillé, ça je vais pas le cacher. L'univers est quand même dense, les planches sont quand même sublimes. Donc les planches sont absolument magnifiques. Je trouve que... Alors certes, en 48 pages chaque tome, c'est assez court, assez rapide. Je vais pas le cacher que il y a certaines choses qui peuvent paraître un peu brouillon, un peu fouillis, un peu rapide aussi, peut-être des petites facilités scénaristiques à droite à gauche. Mais personnellement, moi c'est une série qui me rappelle un peu les Witch. C'est une série que j'aurais adoré lire petite ou pré-ado. C'est plein de magie, d'aventure, les personnages s'entraident, il n'y a pas de coups dans le dos, on est beaucoup sur de la cohésion de groupe. Donc ça aussi ça m'avait beaucoup plu, qu'il n'y ait pas forcément d'antagonisme dans le sens Sorceline est hyper intelligente et tout le monde va la détester. Il n'y a pas d'histoire de harcèlement ou de jalousie entre les étudiants. Donc ça m'avait vraiment beaucoup plu. Je trouve le personnage de Sorceline assez attachant. J'aime bien l'ambiance, j'ai bien aimé l'histoire. Et ce 5e tome, même si j'aurais aimé qu'il soit un peu plus long, un peu mieux travaillé, conclut assez bien, je trouve. Du moins, il offre une très bonne fin en ce qui me concerne par rapport au premier cycle. Donc, je ne sais pas encore si je lirai le second cycle. J'en ai vachement envie, mais après, je vais voir dans quelle direction il part. En tout cas, Sorceline, c'est une très bonne série de bandes dessinées jeunesse, fantastique, d'aventure. Et je suis ultra contente d'avoir pu la terminer pendant ce premier semestre 2023. J'ai certes fini une saga, mais la prochaine question m'oblige à vous parler d'un tout premier tome, en tout cas mon préféré parmi tous ceux que j'ai pu lire pendant ces 6 premiers mois. J'ai choisi de vous parler d'un premier tome qui est ma première lecture en plus de 2023. Il s'agit des 12 d'Aretsar de Jordan Ifueko aux éditions Nathan. On est sur un univers qui s'oriente vers de la fantaisie et qui utilise les us et coutumes, les légendes aussi du continent africain. On a la jeune Tarisai qui a grandi dans un palais isolé, qui est très loin de la capitale, qui est élevée par une mère qui est assez mystérieuse à son égard. Et à 11 ans, elle est envoyée à la sélection des conseillers du jeune prince Dayo.
Seulement au moment de partir, sa mère l'oblige par un vœu magique à une mission. Elle va devoir gagner la confiance de Dayo avant de le tuer. Toute l'histoire de ce premier tome repose en fait sur ce vœu que Tarisai doit accomplir à tout prix, le fait qu'elle cherche par tous les moyens possibles à s'en défaire. J'ai trouvé que c'est un excellent premier tome. Alors certes, tout n'est pas parfait, il y a des petits couacs, il y a des petites facilités. Je pensais pas que le premier tome irait aussi loin, irait sur une chronologie aussi vaste aussi, présenterait autant de choses. Je ne suis absolument pas déçue parce qu'il se passe toujours quelque chose. On avance dans le récit entre les explications, entre la présentation de l'univers, des personnages, l'exploitation des différentes relations qui se tissent entre les différents personnages. Il y a de l'action, il y a de la contemplation, il y a des émotions aussi. On est sur un univers qui est absolument fouillé, qui est intelligent, qui est hyper intéressant à découvrir je trouve. J'ai passé un excellent moment avec ce premier tome. Il me tarde d'avoir le second vu la fin qui est pépite. Bref, c'est une excellente surprise de 2023. J'avoue que je m'attendais pas à être autant emportée, que ce soit par l'univers, que ce soit par la plume, que ce soit par les personnages. Donc ouais, j'étais hyper étonnée, super contente. Et il me tarde d'avoir la suite. Et si jamais vous n'avez pas envie de commencer une énième saga, si vous n'avez pas envie de poursuivre une saga en cours parce que vous en avez 10 fois trop, si vous n'avez pas non plus envie de terminer une saga parce que vous avez peur de mettre le point final à l'une de vos séries préférées, sachez qu'il existe des one-shots et ça tombe bien puisque la question suivante me propose de vous parler de mon one-shot préféré pour ces 6 premiers mois. J'ai choisi de vous parler de Kaléidoscope de Brian Selznick aux éditions Bayard Jeunesse. Il me semble que j'en ai parlé dans mon book haul du premier semestre, en tout cas la partie 1 ou la partie 2, en tout cas je vous en ai déjà parlé, mais je pense que le résumé vraiment, il est parfait pour vous expliquer un petit peu à quel genre d'ovni littéraire on a affaire. Pose l'œil sur ce kaléidoscope. Vas-y, n'aie pas peur. Tu y apercevras peut-être un garçon. Il s'appelle James. Les gens pensent que James a disparu, mais ils se trompent. Si tu regardes dans ces fragments d'images, tu constateras qu'il est bien là. C'est un géant, c'est un chevalier, c'est un camarade de classe. C'est James, bien vivant, dans chacune de ses aventures. Est-ce que toi aussi, tu le vois? Comme je le disais, on a affaire à un ovni littéraire. Je peux vous dire que le récit se découpe en 3 parties, matin, journée, après-midi, soir. Chaque historiette, vu qu'il en a 24, permet d'aborder une heure précise de la journée, vous l'aurez sans doute compris. Que chaque début d'historiette commence par une double page qui nous montre un fragment du kaléidoscope, que le détail qu'on repère dans cette double page se retrouve dans l'illustration pleine page qui est ici, que l'illustration répond au texte, que le texte fonctionne avec l'illustration, que les illustrations fonctionnent entre elles et que les textes fonctionnent entre eux, qu'il y a des patterns, c'est-à-dire qu'il y a des éléments que l'on retrouve d'histoire en histoire qui se répètent. D'autres, ça met du temps, on comprend qu'à la fin que certains éléments nous sont déjà apparus sous une forme ou une autre dans les historiettes précédentes. Ça a l'air complexe dans la manière de mettre en place le récit. C'est pour ça que je fais absolument confiance à Brian Selznick pour transporter les lecteurs dans cet univers qui est très particulier pour le coup. Mais ça fonctionne de fou parce que chaque histoire est passionnante. Elle évoque soit une temporalité précise, ça peut être l'Antiquité, l'époque médiévale, l'époque contemporaine, ça peut être un lieu précis, la forêt, un musée, une île, histoire de dragons, des choses qui se passent plutôt avec une tendance, j'allais dire un peu steampunk, d'autres choses qui répondent un peu au code du conte ou de la fable, d'autres qui sont plutôt comme un hommage. Par exemple l'Antiquité, c'est un peu un hommage à Homère, l'Iliade et l'Odyssée.
c'est très pluriel en fait, c'est complètement, on a l'impression que c'est loufoque, barré, on a l'impression que c'est un patchwork complètement perché, qui part dans tous les sens, qui a aucun lien, mais en fait si, le lien c'est James, c'est le narrateur qui nous parle de son ami James et qui le présente à travers tout son imaginaire d'enfant à différentes époques, différents mondes imaginaires, et c'est absolument touchant de voir à quel point ce petit garçon nous parle de son meilleur ami. C'est une ode à l'imaginaire et en même temps une ode à l'amitié. C'est percutant quand on comprend, même si c'est en sous-texte, la finalité, là où le narrateur en fait veut en venir et surtout là où l'auteur veut en venir. Donc c'est un texte qui est court. Les histoires elles font quelques pages à peine, 2-3 doubles pages grand maximum. Donc c'est très rapide à lire, mais c'est ultra passionnant, c'est vraiment captivant, c'est très original. Et Brian Selznick avec ce récit, déjà que j'avais beaucoup aimé Hugo Cabret par exemple, j'avais déjà adoré ce roman. Là pour le coup il confirme que c'est vraiment un très très grand auteur de littérature jeunesse. Et c'est un mais de mon petit calepin magique qu'on continue ce tag avec la prochaine question qui est la sortie qui me tentait le plus. J'aurais pu vous reparler d'Anne parce que c'est forcément ce qui me venait le plus en tête, mais je me suis quand même mis comme contrainte et comme objectif de ne pas vous reciter toujours les mêmes livres. C'est une sortie qui était assez surprenante, je ne pensais pas l'acheter, en tout cas tout de suite, même si elle me tentait bien. Et c'est les différents avis qui, au fil du temps, m'ont hypé de fou furieux, et je suis méga contente d'avoir pu profiter d'une masse critique Babelio pour avoir ce joli livre qui est un de mes coups de cœur d'ailleurs de ce premier semestre 2023. Il s'agit du premier tome d'une duologie, Six couronnes écarlates d'Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Ça va faire redite par rapport au book haul que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Toutefois, si c'est la première fois que vous débarquez ici, bienvenue. Et voici le résumé de ce beau bijou. Une princesse en exil, un sort à briser, un empire à sauver. Une magie ancestrale et interdite coule dans les veines de Shiori, la plus jeune des 7 enfants de l'empereur de Kiyata. Elle découvre que sa belle-mère est aussi dotée de magie, et pour l'empêcher de dévoiler son secret, la reine sans nom lui lance alors un sortilège. Elle transforme ses 6 frères en greux et l'avertit que pour chaque mot qu'elle prononcera, l'un d'eux mourra. Exilée et sans voix, Shiori va devoir se battre pour briser le sort et sauver Kiyata d'une terrible conspiration. Et pour cela, elle pourra compter sur son mystérieux fiancé qu'elle avait rejeté sans même le rencontrer. Ici, on est sur de la fantaisie extrême orientale. On se sert des us et coutumes, des légendes asiatiques pour créer tout un monde absolument fascinant à base de magie, de complot, de trahison, des dragons. J'aime beaucoup cette histoire autour des 6 frères Gru qui me rappelle le conte des frères Grimm. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. Les chapitres sont ni trop longs ni trop courts, les personnages qui soient principaux, secondaires, tertiaires ont tous un rôle à jouer, ont tous une histoire, ont tous une personnalité. Il y a des rebondissements, il y a de l'action, il y a de la contemplation. On est sur... Ça m'a beaucoup rappelé Chronique de l'érable et du cerisier. Dans un autre style, dans quelque chose de beaucoup plus... peut-être beaucoup plus fantasy ici. Mais on a voilà, un univers qui est magnifique, une plume qui est ultra agréable à lire. On n'est ni sur le trop ni sur le pas assez, c'est savamment dosé, c'est brillamment composé. Moi en tout cas j'ai passé un excellent moment, il n'a pas fait long feu une fois reçu. Il n'a pas fait long feu non plus côté lecture, je l'ai lu en très peu de temps. Donc j'étais vraiment à fond. Il y a tout ce qu'il fallait. De la magie, une histoire de famille, un sortilège, une malédiction à briser, un peu de romance, beaucoup d'aventure.
du voyage, des dragons, juste ce qu'il faut. Et c'était une très 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 belle surprise. Restons du côté des sorties et cette fois-ci je n'ai pas de livre à vous présenter puisque le tag m'oblige à vous parler d'une sortie à venir pour le second semestre, donc à partir de juillet jusqu'à fin décembre. Et donc j'aurais pu encore une fois vous citer la saga Anne, mais bon, je pense que vous avez compris à quel point j'adore cette série. Donc on va changer et on va s'orienter plutôt sur Les Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud et l'illustratrice Sanoé. Édition L'École des loisirs. Et l'auteur Michael Brun-Arnaud a publié récemment sur Instagram la photo qui va être la couverture du tome 3. J'essaierai de vous la caser quelque part dans ce plan, histoire que vous voyez que cette fois-ci, après l'automne du tome 2, qui me tarde de lire pour cet automne, et bien cette fois-ci on est en plein dedans, l'hiver. Et donc bah forcément je vais le lire, c'est obligé. Déjà c'est Mémoires de la forêt et ensuite c'est l'hiver, je vais pas passer à côté et ça sera parfait pour le Cold Winter cette fois. Cette fois-ci, on va s'attaquer maintenant à deux questions, notamment sur des émotions diverses et variées que m'ont procuré les livres en question. Avec ce tag, je dois vous parler d'un livre qui m'a rendue heureuse. J'ai essayé de trouver un livre qui, à défaut de me rendre ultra heureuse ou qui m'aura fait rire de la première à la dernière page, je me suis dit que j'allais plutôt parler d'un livre qui m'a donné plusieurs fois la banane et qui est assez intéressant. Je vais rester dans le thème hivernal et vous proposer une romance de Noël avec un livre que j'ai lu en version e-book grâce à Margot Liseuse et son offre de Next Story. Il s'agit de N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana aux éditions Hugo Roman. Pour la petite histoire, on est sur Devi. Devi, c'est une femme qui n'aime pas Noël et chaque année, elle a hâte que cette période se termine pour que les gens autour d'elle cessent de se comporter comme des elfes surexcités. Alors, quand elle perd son emploi quelques semaines avant le réveillon, c'est sans aucune joie qu'elle postule au magasin de jouets de son village d'Alsace. De l'autre côté, nous avons Gabriel qui, lui, adore les fêtes de Noël. Il fait partie de ceux qui, dès fin novembre, décorent leur maison, enfilent des pulls kitsch à souhait, boivent du vin chaud au marché de Noël et dévorent des chocolats. Ce qui va les rapprocher, c'est tout simplement que Gabriel dirige le magasin de jouets et de l'autre côté, Davy va devoir y postuler. Sur toutes les romances de Noël ou les romances hivernales que j'ai pu tester avec Next Story, je crois bien que celui-ci restera mon petit chouchou parce que clairement j'ai adoré le concept de base. Ça se passe en France, en Alsace. On a toute l'ambiance de Noël que je surkiffe à souhait. On a deux personnages, un qui est fanat de Noël, l'autre qui ne l'est absolument pas. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire autour de comment accepter Noël, comment apprendre à le fêter, peu importe qu'on soit pro ou contre Noël, peu importe qu'on aime décorer un peu trop kitschement sa maison ou si on préfère la décorer plus sommairement. Bref, il y avait cette petite vibe un peu feel good et j'ai trouvé que la romance était ni trop longue à se mettre en place, ni trop rapide. C'était joliment amené, les personnages principaux, bah, ça matchait bien ensemble. Il n'y avait pas de couac, il n'y avait pas de... La romance m'a pas choquée, il n'y a pas eu de petites choses qui m'ont fait grincer des dents. Une romance absolument adorable et j'ai passé un très très bon moment avec cette lecture que très sincèrement, si je retrouve le livre dans sa version physique, je l'achète pour le mettre dans ma bibliothèque. Après les éclats de rire, les confettis, la joie de vivre et la bonne humeur, sachez qu'on va être dans une toute autre ambiance pour aller du côté d'un livre qui m'a rendu plutôt triste. Un livre qui m'a fait pleurer, un livre qui m'a émue. Vous avez compris un peu l'ambiance de cette salle. À défaut d'avoir pleuré, j'ai été pas mal attendrie. Alors c'est, on va dire, du doux amer et on va dire que j'aurais pu citer ce bouquin également dans la partie livre qui m'a rendue heureuse parce que vraiment pour le coup on est sur quelque chose qui m'a rappelé un peu Fruits Basket,
ce doux amer, ce côté qui donne la pêche, qui donne le smile, mais qui dans le même temps arrive à glisser des petites choses qui sont assez touchantes, qui sont des thématiques qui sont dures mais qui sont abordées avec justesse et émotion. Et je vais vous parler d'un livre que j'ai également lu avec cette offre Next Story, qui était Eleanor Grey de Brittany C. Cherry, pareil, aux éditions Hugo Roman. Nous avons deux personnages principaux, Eleanor et Grayson, et ils sont opposés en tout point. Ils se rencontrent au lycée, ils tombent amoureux, ils deviennent uniques l'un pour l'autre. Malheureusement, divers événements dans leur vie respective vont les conduire à s'éloigner petit à petit jusqu'à devenir l'un et l'autre des inconnus. 10 ans plus tard, Eleanor finit par retomber totalement par hasard sur Grayson, puisqu'elle devient la nounou des deux filles qu'il a eues. Et ça va être le point de départ de retrouvailles qui vont s'avérer plutôt froides, puisque Eleanor ne reconnaît absolument pas du tout l'adolescent qu'elle a rencontré et qui lui aura fait beaucoup de bien dans une période de sa vie qui était totalement et absolument très sombre. Eleanor Grey, c'est ce type de romance qui est aussi lumineux que poignant. C'est très bien écrit, moi j'ai adoré les thématiques, j'ai adoré le personnage d'Eleanor que j'ai trouvé génial. J'ai beaucoup aimé l'alchimie entre Eleanor et Grayson. Péchu, il y avait... C'était vraiment bien écrit, c'était captivant, c'était mignon. Encore une fois, c'est une romance qui plaira à certains, qui ne plaira pas à d'autres, comme pour N'oublie pas les chocolats que j'ai cité précédemment. Mais moi personnellement, qui ne suis pas une adepte profonde et absolue des contemporains ou de la romance en général, j'ai trouvé parfaitement mon bonheur, quelque chose de cool, quelque chose de bien écrit, des personnages qui sont bien faits, des thématiques qui sont justement abordées, c'est ni trop miel, ni trop guimauve, ni pas assez. Bref, j'ai passé un très très bon moment avec Eleanor Grey. On retourne cette fois-ci du côté des livres que j'ai physiquement apportés de main. Et bien je vais commencer avec la plus grosse surprise de cette année 2023, en tout cas des 6 premiers mois. Et il s'agit du premier tome de la saga de l'autre côté du mythe, Ariane de Flora Boukri aux éditions Gulfstream Éditeur. Ici on est dans de la réécriture de mythologie grecque, notamment sur le mythe de Thésée, Ariane du Minotaure. Maintes fois, on a raconté que jeune et naïve, j'offris mon aide au valeureux Théséus contre sa promesse de m'épouser avant d'être lâchement abandonné par mon héros. Cela veut me réduire, moi, Ariane, à un simple pion dans le grand échiquier des dieux de l'Olympe. Mais que savent-ils de ce qu'il s'est réellement passé? Avec cette saga, Flora Boukri aborde les femmes dans la mythologie grecque et c'est une sorte de réécriture très intelligente parce que non seulement on a le mythe de Minotaure, mais on a aussi des versions alternatives du mythe qui sont expliquées en fin d'ouvrage. On a le point de vue des femmes qui sont importantes en tout cas, dans cette relecture du Minotaure. Donc Ariane, Phèdre, Pasiphae, qui sont à la base des figures de l'ombre dans cette histoire de Thésée du Minotaure, mais qui ici ont vraiment un rôle particulier à jouer. J'ai beaucoup adoré le parti pris de l'autrice, comment elle a présenté son récit, le prologue, l'épilogue, la partie sur Ariane, la partie sur Thésée. On a la dernière partie avec Pasiphae. Une grosse surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que le récit prenne cette route, nous parle autant d'Ariane, nous parle autant de ce qu'elle ressent, de comment elle a vécu finalement l'histoire du Minotaure, de son histoire avec Thésée, de ses choix tout simplement à Ariane. Et c'était hyper intéressant parce que bien écrit, hyper intéressant parce que ça m'a un peu rappelé Les Colombes du Roi Soleil d'Anne-Marie Desplat-Duc, dans le sens où l'autrice écrit avec un style qui est fluide, qui est simple et efficace. L'importance de s'attacher à l'histoire de la Crète, avec notamment un lexique, des mots qui sont en grec ancien,
des références à l'Antiquité grecque. Donc c'est hyper bien fait, passionnant. C'est donc ma plus grande surprise pour ce premier semestre 2023. Je ne m'attendais absolument pas à être embarquée de la sorte, à être aussi intéressée par le sort d'Ariane et par cette réécriture d'un mythe que je connaissais certes, mais qui offre ici une version très intéressante et qui, avec les notes de l'autrice, donne tout simplement envie d'en savoir plus sur le mythe de Thésée et de lire d'autres réécritures, mais également de découvrir les autres romans que compose cette saga. Il est temps pour moi de m'atteler à la plus grosse déception de ces 6 premiers mois, et j'en suis la première étonnée puisque cela vient d'une autrice que je surkiffe. Le terrible Seigneur des Ténèbres de Diana Wynne Jones aux éditions Inis. Il s'agit là du premier tome, il y en a 2. C'est l'autrice Daya et la sorcière, qui a été adaptée, il me semble récemment, par les studios Ghibli. Et c'est également l'autrice du Château de Hurle, adaptée également par les studios Ghibli avec le château ambulant. Le terrible Seigneur des Ténèbres, j'ai calé au bout entre la moitié et les 3/4. Je vais pas m'en séparer parce que j'ai envie d'avoir le tome 2 et de prendre mon temps pour le lire. J'ai envie limite de lire un chapitre par semaine ou 2-3 chapitres par mois, mais de lire la saga de la première page à la dernière page pour m'en faire une meilleure idée d'une part, mais aussi pour pouvoir prendre le temps de digérer les informations qui sont dedans. Sur papier, le concept il est génial, sur papier ça rendait vachement bien, mais le résultat final manque un peu de peps, manque un peu de précision. Ici, on est sur un récit de fantasy et les oracles ont parlé. C'est le pauvre sorcier Derk qui sera le Seigneur des Ténèbres cette année. À lui donc de transformer sa ferme en château maléfique et de gérer l'arrivée des voyageurs venus d'un mystérieux univers parallèle, à savoir le nôtre. Otage du redoutable businessman Monsieur Cheney et de son démon, les habitants d'un monde fantastique sont contraints d'organiser des circuits touristiques de plus en plus complexes et destructeurs, les réduisant en esclavage. Alors que des accidents font dérailler les circuits et qu'une rébellion travaille dans l'ombre, Derk va devoir redoubler d'ingéniosité pour tenir son rôle, sauver sa famille de chair et de plumes de la terrible menace du malfaisant homme d'affaires. Le récit vend des kilos de bonheur. On est quand même sur un univers de fantaisie réduit en esclavage par un homme d'affaires qui a décidé, bon an mal an, de faire des circuits touristiques et qui s'est dit que c'est une bonne idée de changer tous les ans de seigneur du mal en fait. Et ce seigneur du mal va devoir transformer l'intégralité de son lieu de vie en château maléfique, avec des épreuves, des énigmes, des maléfices, des prophéties, des malédictions, des armées de squelettes, de morts vivants. Derk se retrouve avec tout un plan à devoir tenir. Chapitre par chapitre, il va devoir s'occuper de sa demeure, il va devoir s'occuper plus tard de transformer son village en espèce de village un peu désert, un peu fantôme. Ça part très loin, c'est complètement barré et ça me rappelle un peu Camelot, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont pas du tout taillés pour la mission et qui vont devoir se dépêtrer de tant bien que mal dans cette jungle à essayer de construire un circuit touristique qui a de la tronche et qui va plaire. Par la suite, il m'a fallu trouver un livre qui est écrit, illustré par mon auteur préféré. Parmi tous les auteurs, parmi toutes les autrices lues dans ce premier semestre 2023, il y a un nom qui forcément saute à la figure. Il s'agit de Tom Gold avec son album jeunesse Le Petit Robot de Bois et la Princesse Bûche aux éditions L'École des Loisirs. Ils sont nés dans un couple royal sans enfants grâce à l'aide d'une inventrice et d'une sorcière. Chaque jour, le robot de bois doit réveiller avec une formule secrète sa sœur la princesse qui se transforme en bûche dès qu'elle s'endort. Un matin,
il oublie et une servante jette la bûche par la fenêtre. Pour retrouver sa sœur et rattraper sa bêtise, le vaillant petit robot est prêt à traverser la Terre entière jusqu'au pôle Nord et même à donner sa vie. Cet album jeunesse est vraiment à l'image de tout ce que Tom Gold a pu faire jusqu'à présent et ce dont je suis absolument ultra méga fan de son travail. On est sur un texte qui reprend des références à la fantasy, à la pop culture, donc la fantasy, la science-fiction. On va avoir un texte qui marche sur des références aux contes. On a un texte qui fonctionne avec de l'aventure, de la malice, beaucoup d'humour, l'humour de Tom Gold. Et on a un album qui fonctionne avec le style graphique de Tom Gold qui est absolument unique et propre à l'auteur. Un style graphique qui évidemment ne plaira probablement pas à tout le monde et qui ne parlera pas à tout le monde. Perso, j'adore le fait que Tom Gold travaille beaucoup les détails et dans la simplicité, que ce soit dans les formes, que ce soit dans les couleurs aussi. Donc ça donne des planches qui sont très chargées mais qui sont passionnantes à regarder. C'est plein de vie, c'est charmant, c'est... Voilà, moi je suis absolument fan de Tom Gold. Puisqu'on est toujours dans la grande famille des auteurs et des autrices, cette fois-ci il faut que je vous parle, si je reprends mon petit carnet magique, il faut que je vous parle effectivement d'un livre, d'un auteur ou d'une autrice française. Je vais vous parler d'une de mes autrices préférées en littérature jeunesse, mais également adulte, également bande dessinée. Bref, ce qu'elle fait c'est génial, il faut absolument découvrir le travail d'Audrey Alouette. Que ce soit avec le Grimoire d'Elphie, que ce soit avec le Jardin des Fées, Princesse Sarah, Les Poisons de Carthage, ou là, la série que j'ai terminée du coup durant ce premier semestre, Magic Charlie, qui est édité aux éditions Gallimard Jeunesse. Charlie Vernier, c'est un adolescent qui vit avec sa mère et sa grand-mère. Sa grand-mère a des problèmes au niveau de la mémoire, et pas des problèmes habituels puisqu'il y a une forme de magie qui se cache derrière tout ça. Et cette magie, Charlie va l'appréhender de manière un peu rocambolesque puisqu'il va se retrouver bon an mal an à travers Tadam. Il va se retrouver dedans, plongé brutalement, et ça va changer du tout au tout pour lui puisqu'il maîtrise une forme de magie qui est considérée comme dangereuse voire interdite, à savoir la magie intuitive. Il y a tout ce qu'il faut. L'écriture elle est excellente, les références, les jeux de mots, les petites trouvailles à base de cabanes à pâte de poulet, là j'ai les noix surprises, les apocalypses, les trolls tricheurs de cartes. Audrey Alouette, elle a une imagination absolument foisonnante, un travail sur la langue qui est magnifique, avec des thématiques qui sont loin d'être faciles. La justice, l'égalité, le travail de l'académie, le sens même que l'on donne à l'académie. Il y a plein de petites choses, les institutions, l'éducation. Il y a des petites choses qui sonnent très modernes, très contemporains, qui sont cachées ça et là dans le texte, et c'est truculent à dénicher les messages un peu implicites laissés par l'autrice. Et j'ai adoré découvrir sa petite, Maître Lynn, Charlie, la grand-mère de Charlie, June également, qui est l'amie de Charlie. C'est vraiment une excellente saga de fantasy, de magie, d'aventure, d'amitié. Moi j'ai adoré dès les premières lignes et je n'ai pas quitté Charlie jusqu'à terminer cette saga. On glisse doucement mais sûrement vers la fin du tag et pour le coup il me reste 3 questions à vous partager. La première, il va falloir que je vous parle de mes personnages préférés ou de mon personnage préféré parmi tous les personnages rencontrés jusqu'à présent. Pour le coup, il y a 4 personnages que je vais retenir durant mes 6 premiers mois de lecture. On a bien évidemment, et là je pense que vous allez me voir venir à 4000 km, c'est visible comme le nez au milieu de la figure, je vais bien évidemment vous parler d'Anne Shirley,
qui est l'héroïne, le personnage principal de la saga Anne de Lucy Maud Montgomery. Anne Shirley, c'est un personnage qui est tellement incroyable. J'adore son imagination, j'adore sa manière d'être, j'adore ses répliques, j'ai adoré son évolution. J'aime beaucoup la petite Anne de 8 ans comme j'aime beaucoup la Anne de 40 ans qui s'occupe de ses enfants avec voilà, tellement de bienveillance dans les messages, dans l'éducation donnée. C'est un personnage principal qui est inoubliable, qui est charmant, qui est attendrissant, qui a voilà, beaucoup de messages à faire passer au fil des tomes. Je pourrais vite fait vous parler de Mao Mao, puisque c'est une héroïne captivante. Elle est piquante, elle a ce petit caractère malgré ses airs un peu nonchalants, un peu distance qu'elle prend par rapport aux choses, qui cache une sensibilité et surtout une perspicacité. Tout ce qui l'intéresse, c'est les poisons, les antidotes, les plantes. Je vais pouvoir également vous parler d'Éléonore N. Gray, que je vous ai cité comme étant ma lecture la plus touchante, la plus émouvante faite durant ces 6 premiers mois. Éléonore qui est une fan d'Harry Potter, qui est voilà, comme Anne, dotée d'une très grande sensibilité, qui sait faire passer les messages au bon moment avec les mots les plus justes, qui sait s'occuper des enfants, des adolescents, qui a ce regard différent. Elle est très différente dans sa manière de penser, de percevoir les choses. Elle a ce côté rassurant aussi. Dernier personnage dont je pourrais vous parler vite fait, puisque je vais y revenir un peu plus loin, il s'agit d'Ide du prieuré de l'Oranger. Là pareil, on est sur un personnage qui sort totalement des sentiers battus, qui maîtrise la magie, qui a un côté guerrier, mais qui sait être humble, simple, très attaché à sa mission, qui sait se remettre en question, qui voilà, farfouille, qui essaie de se dépêtrer de cette cour qui est très différente dans ses croyances par rapport à ce que elle a reçu en termes d'éducation. Donc c'était un personnage que j'ai adoré suivre au fil des pages. C'était le personnage que j'attendais le plus de retrouver en fait même de tous les personnages présentés dans le prieuré de l'Oranger. Et je suis vraiment ultra contente d'avoir pu découvrir le premier tome, puisque je l'ai lu en version poche, le prieuré de l'Oranger. Donc j'ai hâte de pouvoir la retrouver avec la partie 2 cette fois. Nouvelle question, il faut que je vous parle du plus beau livre de ce premier semestre. Je vais vous parler d'un livre que j'ai acheté, qui est dans ma pile à lire, que je lirai très certainement cet été. Il s'agit du tome 3 des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau aux éditions Gallimard Jeunesse. En fait, ce livre, je le trouve magnifique parce que c'est une couverture, c'est en papier, c'est pas du soft touch, c'est pas du hardback, c'est pas non plus une couverture brillante, c'est mat, c'est une couverture avec du grain, voilà, des petites illustrations qui viennent décorer, on retrouve le monogramme qu'on avait sur le côté, des verts, des verts un peu plus jaunes, limite du turquoise parce que c'est du vert qui tire un peu plus sur le bleu. Donc on a une espèce de gamme de couleurs analogues. D'ailleurs les 2 autres tomes des Chroniques de l'érable et du cerisier sont tout aussi magnifiques. On est sur du bleu pour le premier et du rouge pour le second. On retrouve du coup le monogramme, puis une belle petite carte. Je trouve que les Chroniques de l'érable et du cerisier sont, après Anne, de très beaux livres à avoir dans sa bibliothèque. Et enfin, dernière question, ultime question de ce tag et de ces souvenirs du premier semestre 2023. Il faut que je vous parle d'un livre qu'on m'a le plus conseillé. Je suppose que je peux incorporer le livre qu'on m'a plus conseillé, celui qu'on m'a plus pressé de lire, celui que j'ai peut-être plus vu sur les réseaux sociaux finalement. Toutes mes lectures faites depuis le 1er janvier de cette année. Je vais évidemment parler du prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon aux éditions J'ai lu.
Là c'est la première partie parce que avec les éditions J'ai lu, c'est un format poche, donc on a divisé le livre original en 2 parties. Mais si vous voulez avoir vraiment le livre en entier, il est disponible aux éditions de Saxus. Le prieuré de l'Oranger, ça nous raconte l'histoire d'un monde qui est divisé, un Rénome sans héritière et un ancien ennemi qui se réveille. En gros, la maison Beretnet règne sur l'Inis depuis plus de 1000 ans. La reine Sabran IX doit impérativement donner naissance à une héritière, mais des assassins essaient de l'en empêcher. Quoique la monarque l'ignore, elle peut compter sur l'aide d'Id Durian, jeune magicienne qui la protège en secret. De l'autre côté de l'abysse, Tané s'est entraînée toute sa vie pour devenir dragonnière, mais le destin a d'autres plans pour elle. Et pendant que l'Est et l'Ouest se divisent un peu plus chaque jour, les forces du chaos s'éveillent d'un long sommeil. Très clairement, c'est de la fantaisie. Et c'est de la fantaisie qui... Alors, quelque chose d'assez incroyable, c'est de la fantaisie qui est assez classique, dans le sens où on a des malédictions, on a des dragons, on parle de démons, on parle de forces du chaos. Mais Samantha Shannon a une telle manière d'écrire les choses et un tel univers que vraiment ça change de la fantaisie que l'on connaît. On est sur un rythme qui prend son temps non seulement de poser les éléments, de présenter les notions, mais également de présenter les personnages, de présenter les lieux, les décors, les enjeux. Moi pour le coup, j'ai pris mon temps du 1er janvier jusqu'au 30 juin. J'ai lu chapitre par chapitre au fil du temps et c'est parfait. Je n'aurais pas voulu le lire d'une traite parce que je pense que j'aurais un trop-plein d'informations, un trop-plein de beaucoup de choses qui là, en prenant mon temps, sont passées toutes seules. Et ça fait du bien parce que c'est des personnages qui sont hyper travaillés, vraiment passionnants à découvrir, à suivre au fil des pages. L'univers, les histoires racontées, c'est tout crée une immersion absolument formidable et poussée à l'extrême. Et je vous parlais du personnage d'Id que j'avais adoré, j'ai beaucoup aimé Tané, j'ai beaucoup aimé Lot. Il y a des personnages que je n'aimais pas beaucoup dans les premières pages, que j'ai appris à apprécier au fil du temps. Les personnages pour qui, bon, la pilule est toujours pas passée, mais je verrai avec la partie 2. Il y a des personnages qui sont ultra mystérieux parce qu'on les a pas assez vus, mais ça vaut vraiment la chandelle. Il est vraiment excellent pour le coup, moi je le recommande à 2000%. Peut-être pas pour entrer dans la fantaisie, il est peut-être pas abordable pour un néophyte en fantaisie. Toutefois, il fait partie pour moi de ces romans cultes de la fantaisie. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que vous avez pu faire de chouettes découvertes à travers tous ces titres que j'ai pu citer. Pour rappel, vous pouvez faire votre propre tartelette au chocolat grâce à tout ce qui se trouve sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous emparer de l'espace commentaire, histoire de pouvoir donner un petit peu vos retours. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, de très belles lectures. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!